La vie est un tout, mais on ne peut juger un homme qu'après sa mort, a dit un jour François Mitterrand. Un an après la mort de l'ancien président de la République, peut-être est-il encore trop tôt pour juger et convoquer le grand tribunal de l'histoire. Mais ce soir, nous allons tenter un premier bilan en examinant 4 périodes d'une vie particulièrement riche et dense. La période de la guerre, l'occupation, Vichy et la résistance, la période de la 4e République, la guerre d'Algérie, les années 50, la période de la conquête de la gauche par François Mitterrand, les années 60 et 70, et bien sûr la période du pouvoir. Avec nous 4 observateurs avisés, Jean-Pierre Azéma, historien, un des meilleurs spécialistes et connaisseurs de la période de l'occupation, professeur à Sciences Po. Pierre Favier, qui a passé 14 ans en tant que journaliste de l'AFP à l'Élysée et qui donc n'ignore rien des secrets de l'Élysée de Mitterrand. Olivier Duhamel, professeur de droit, constitutionnaliste, spécialiste de l'histoire politique de la 5e et de ses institutions. Et Jean Lacouture, qui est spécialiste de tout et qui prépare un grand livre sur François Mitterrand. Alors, comme d'habitude dans cette émission, nous allons regarder des images d'archives, des extraits de discours, des extraits de déclarations, et ensuite on parle. Première séquence en images, François Mitterrand et la guerre. Quand j'avais 25 ans, je me suis évadé d'Allemagne. J'aime la liberté. J'ai rejoint le général de Gaulle à Londres et à Alger. J'aime la liberté. Je suis revenu dans la France occupée pour reprendre ma place au combat. J'aime la liberté. Vous allez après à Vichy. Oui. Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qu'il y a eu les lois anti-juives, vous allez à Vichy? Pourquoi vous n'allez pas à Londres ou à Alger? Je vous pose la question. Vous me dites les lois anti-juives. Il s'agissait des lois anti-juives, ce qui ne corrige rien et ne pardonne rien. C'était une législation contre les juifs étrangers dont j'ignorais tout. Quand avez-vous appris l'existence de ce statut, l'existence des camps de concentration, des camps d'extermination, ça on l'a su plus tard? Pour les camps de concentration, j'étais comme tous les Français informés, je ne savais pas grand-chose. Quel est votre propre jugement sur le régime de Vichy? Est-ce qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui, pour vous, condamnables, et je veux dire irréparables? Mais écoutez, ça fait combien de fois que je le dis? La première chose condamnable pour Vichy, c'est d'avoir tiré un trait sur la République, ce qui était un acte vraiment intolérable. Et c'est comme cela que s'est installé un état de fait, non pas le 1er jour, 10 juillet, mais le 11 juillet 1940. Ça, c'était déjà condamnable. Au début, alors je disais, c'était la pétrolière, c'est-à-dire un vieil homme derrière lequel s'infiltraient un tas de gens qui, eux, avaient depuis longtemps une idéologie... je ne dirais pas que Pétain n'en avait pas, hein, mais ce n'était pas un penseur. Et les gens qui se sont infiltrés là, des gens de Maurras, d'une certaine manière, Déa, d'autres gens très connus qui ont eu un sort. Par la suite, on en profitait pour faire une révolution qu'ils ont voulu appeler la révolution nationale. Eh bien ça, c'était détestable. Alors dans l'extrait qu'on a vu au début, qui date de la campagne présidentielle de 1965, François Mitterrand dit qu'il s'est évadé et qu'il a rejoint le général de Gaulle. Plus tard, quand il a écrit son livre, qui s'appelait « Ma part de vérité », 1971, il écrivait « Rentré en France après ma 3e évasion d'Allemagne, je deviens résistant sans problème ». Donc il a fallu attendre très tard, et alors il faut le dire, pratiquement le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française, pour savoir, ou en tout cas connaître le détail sur le passage à Vichy de François Mitterrand. François Mitterrand arrive après son évasion à Vichy au début de 1942. Jean-Pierre Azéma, qu'est-ce que c'est? Quel Vichy découvre le jeune Mitterrand qui a 25 ans, 26 ans, quand il arrive à Vichy au début de 1942? Disons qu'il a 25 ans, c'est vrai, que c'est un homme comme le plus grand nombre des Français qui a été profondément traumatisé par la déroute, par la défaite de 40, qui a été traumatisé, très marqué par son passage dans les stalags, dans les camps de prisonniers de guerre dont il s'évade, comme vous l'avez dit, donc en décembre 41. Et puis alors, il devient un vichisto-résistant. On peut le caractériser pour cette période comme un vichisto-résistant. C'est-à-dire que dans un premier temps, et son attitude est tout à fait ambivalente, il a été ceci et cela, dans un premier temps, il va servir l'État vichysois. Mais il sert exactement en faisant quoi alors à Vichy? Alors, je vais le dire, avant de devenir, et c'est pourquoi il devient résistant, il faut dire les deux, avant qu'il ne devienne donc le chef non gaulien d'un mouvement de résistance à part entière
et qu'il termine en août 1944 comme l'un des 19 secrétaires généraux qui occupent les ministères de la République en août 1944. Voilà. Non, mais là, vous avez fait la synthèse très rapide, donc on reprend dans l'ordre. On reprend. Mais enfin, voilà le bonhomme. En gros... début 42 à Vichy, alors il fait quoi? Début 42, il va faire deux choses. Il va servir l'État français de deux manières. D'abord, il entre comme, disons, documentaliste ou la documentation de la Légion française des combattants. C'est un organisme créé par Vichy en août 1940 qui devait servir un petit peu de courroie de transmission, d'intermédiaire dans ce régime autoritaire qu'est Vichy. Donc, elle rassemble, cette légion, les combattants de la Grande Guerre de 14-18, de la campagne de 39-40. Elle devait servir aussi d'instrument, de vecteur de propagande. Je vous arrête une seconde parce qu'on va regarder des images, quelques secondes, là, de cette légion des combattants de la Révolution nationale. Les légionnaires prêtaient le serment désormais traditionnel avant de basculer en rang serré. 30 journées légionnaires, 30 journées françaises, qui restera dans les annales de Toulouse comme le témoignage de son attachement à la Révolution nationale. Dans le cadre millénaire des arènes de Cimiez, 2000 membres du service d'ordre légionnaire réunis autour de François Valentin prononçaient, après avoir entendu les fortes paroles de Darnan, le serment qui le fera, selon la formule légionnaire, les chevaliers des temps modernes. À genoux! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion, à consacrer mes forces, à faire triompher la Révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout! Alors, si j'ai montré cet extrait du service d'ordre légionnaire des prestations de serment, c'est parce que Pierre Péan, dans son livre, cite une lettre de François Mitterrand du 22 avril 1942, je cite « Je comprends davantage les sols, le service d'ordre légionnaire, soigneusement choisi, et qu'un serment fondé sur les mêmes convictions du cœur lie. » Donc le Mitterrand d'avril 1942 a l'air d'avoir un certain intérêt et attraction pour ce service d'ordre légionnaire. C'est quoi ce service d'ordre légionnaire? Oui, quand même, c'est le sommet de son pétainisme, on peut dire, si vous voulez. La Légion, c'est quand même pas exactement ça. Ce service d'ordre légionnaire, c'est une minorité d'activistes. Hein, au sein de la Légion. Au sein de la Légion. Bon, la Légion... Mais là, je trouve justement que la Légion, c'est un peu mou et que le sol, c'est quand même un peu... Oui, c'est vrai. Cette Légion française des combattants, ça regroupe à peu près 1 200 000 personnes. C'est donc un organisme de masse extrêmement difficile, dans le fond, à utiliser. Et Mitterrand, qui, dans le fond, veut un certain nombre de résultats, qui est quand même extrêmement pragmatique, dit, dans un premier temps... Bon, ben, je préférerais finalement plutôt à des mollassons, je préférerais en gros donc avoir des gens qui fassent un peu d'activité. Ce qui vous explique d'ailleurs qu'en mai 1942, il va démissionner parce qu'il s'y ennuie prodigieusement à la Légion, disons, à la Légion française des combattants. Alors, qu'il ait fait ce texte n'a rien à ajouter, mais enfin, on ne peut pas dire que ça soit un sectateur de Darnan, qui est vraiment, lui, un musclé vichysois, mais musclé, qui va être partisan très rapidement d'une collaboration, qui est un monsieur venant de l'ultra-droite. On n'en est pas là, mais comment on peut qualifier Mitterrand de ce printemps 42? Il est quoi? Il est pétainiste, il est vichiste, il est... Alors, écoutez, on va reprendre le distinguo, enfin, classique entre maréchaliste et pétainiste. Je crois qu'on peut le dire maréchaliste, c'est-à-dire que il fait révérence donc à Philippe Pétain, qui considère comme soit du moindre mal, soit mieux encore, comme un monsieur qui, dans les circonstances précises, est là à sa place, à la tête de cette France occupée. J'ajoute, car ce qui est important, Philippe Pétain, qui est plutôt au sec de cœur, s'occupe ou veut beaucoup s'occuper des prisonniers de guerre. Bon. Et ça touche beaucoup François Mitterrand, qui sera très attaché à essayer donc d'aider ses camarades qui sont toujours derrière les barbelés. Alors, il y a une grande journée, paraît-il, pour Mitterrand en année 42, le 15 octobre 42, il rencontre Philippe Pétain. Photo que Pierre Péan a révélée. Et bon, pour lui, c'est un grand jour. Il le dit et il décrit donc Philippe Pétain comme un homme, oui, nécessaire dans la période qui nous importe, qui peut empêcher un certain nombre de dérives. Bref, on peut l'appeler à ce moment-là
maréchaliste. Je crois qu'on peut dire aussi pétainiste parce qu'un certain nombre de thèmes de la Révolution nationale, cette espèce de révolution culturelle que Philippe Pétain veut instituer dans cette France occupée, on peut le dire parce qu'un certain nombre de thèmes lui plaisent. Les chefs, par exemple, bon, c'était banal à l'époque, mais enfin, il a fait un certain nombre d'articles célébrant la valeur du chef, quelque chose qui marche, qui bouge. Bon, et puis d'autre part, on peut l'appeler pétainiste parce qu'il accepte l'un des postulats de la Révolution nationale imposée par Philippe Pétain, c'est qu'on reconstruire la France, on la rénove, on fait la Révolution nationale, donc avant de se battre contre l'occupant. C'est ce que fait, c'est l'inverse tout à fait de ce que fait Charles de Gaulle. À Jean-Pierre Elkabbach, on vient de l'entendre tout à l'heure, il a déclaré, et d'ailleurs il le dira aussi dans ses mémoires interrompus, qu'il ignorait le statut des Juifs. Alors est-ce qu'on peut être à Vichy en 1942 et ignorer les mesures de discrimination contre les Juifs? On va remarquer d'abord qu'il fait une erreur, François Mitterrand. Le statut des Juifs du 3 octobre 1940 fait des Juifs français des citoyens de deuxième ou de troisième zone. Et pas les étrangers comme... Les étrangers, c'est le texte du 4 octobre qui permet donc de les interner. Bon. C'est même une erreur à la fois, je crois, grave, parce que quand on est président de la République et qu'on transmet l'histoire à ses citoyens, c'est une erreur grave, et à certains égards, très difficile à comprendre, sauf si l'homme était fatigué et ce qu'il était. Était le cas, puisque ce jour-là, à ma connaissance, l'émission a failli être annulée une demi-heure avant, compte tenu de l'état physique dans lequel il se trouvait. En tout cas, ce que disent quelques proches qui étaient là à ce moment-là. C'est très très dommage qu'elle ne l'ait pas été, franchement. Alors il faut quand même préciser qu'il est allergique, je crois que tout le monde le dit, il est allergique à l'antisémitisme. On ne peut en déceler aucune manifestation. Après, dans sa vie. Après, dans sa vie, même auparavant, même quand il était un étudiant de droite, militant pour les volontaires nationaux de François de la Roque, des Croix de Feu, il n'y a aucune manifestation d'antisémitisme qui a été remarquée, ni par ses amis, ni par ses ennemis. Il n'est pas sous le pétainisme, il n'est pas allergique à l'antisémitisme en 1942. Non, il n'est certainement pas allergique, non, si vous voulez. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il a certainement dû, en servant, quand même, il sert l'État français, il a certainement dû savoir ce qu'était le statut des Juifs. Simplement, il faut dire, si vous voulez, qu'il a dû, comme beaucoup de Français, enfin, au moins un certain nombre de Français, en tous les cas comme beaucoup de Vichysois, ne pas faire de ce qu'on appelle la question juive, entre guillemets, une question fondamentale. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la réponse est nette. Qu'est-ce qui vous importe? C'est la République. Bon, les Juifs, je ne veux pas dire que ça ne prend pas intérêt, mais c'est relativement subsidiaire. Tout de même, faire apparaître Darnan en premier plan, là, comme vous l'avez fait, ne me paraît pas très correct. Parce que le vichisme, le vichycisme, le maréchalisme de François Mitterrand n'est pas celui de Joseph Darnan. Vraiment, nous avons vu apparaître là le côté fasciste du régime Vichy. Il y avait un côté aussi bêtement droitier, conservateur, le côté vieux amiral, vieux général, le côté... Bon, le côté l'État croix de feu, comme l'a récemment évoqué Jacques Nombécourt dans son livre sur la Roque. Mais le fascisme, là, qui apparaît dans ces images, ce n'est pas le cas de François Mitterrand. Le texte de François Mitterrand que j'ai cité date d'avril 42, ce qu'on a vu date de février 42. Il n'a jamais appartenu au service. Non, mais il écrit un texte pour dire qu'il a... À mon sens, il ne fallait pas faire ce qui le fait paraître plus... alors qu'il n'était pas ni fasciste et en tout cas pas antisémite, comme Darnan et comme ces gens. Je vais faire une deuxième citation. Je n'ai pas eu, c'est dans ses mémoires, je n'ai pas eu non plus, comme le prétend Klarsfeld, c'est l'avocat, Serge Klarsfeld, malveillant ou mal renseigné, a signé un papier certifiant que je n'avais pas d'ascendant juif. Bon, alors on en vient à un épisode de l'épisode de la Francis, parce que j'ai là le formulaire de demande d'attribution de la Francis, qui est la première phrase, et je sous-signais « Déclare être français de père et de mère, n'être pas juif au terme de la loi du 2 juin 41 ». C'était quoi cette Francis? Elle était donnée à qui? Alors, la francisque, d'abord, c'est un insigne. C'est un insigne créé par une loi d'octobre 41. Alors, c'est donc pour récompenser donc, celles et ceux, enfin surtout ceux, il faut bien dire, qui militaient le plus ou qui étaient distingués par Philippe Pétain ou son entourage pour avoir fait faire des progrès, pour avoir milité donc, pour la Révolution nationale. Voilà. En gros, il y a eu 2800 porteurs de francisques. François Mitterrand est, attendez que je ne dise pas une bêtise, le 2202e porteur de francisques. Alors, vous savez qu'il a répondu, enfin, il a dit assez souvent, je l'ai reçu quand j'étais en Grande-Bretagne, ce qui est faux.
puisqu'il l'a reçu très probablement, ça Pierre Péan le démontre bien comme il a fait février, toujours, mars, entre avril. février, mars, avril, 43 bien sûr, et non pas lorsqu'il était donc à Londres, soit en décembre 43, soit en janvier 44. Mais en tout cas, c'était un moment où il avait déjà commencé des activités de résistance. Oui, donc on peut dire, comme il l'a souvent affirmé, que c'est une manière de couverture. Une sorte de couverture. Voilà. Cela étant, il est resté encore, disons, au début de l'année 43, un petit peu dans la mouvance d'une fraction de l'entourage de Philippe Pétain, qui d'une certaine mesure le protégeait ou suivait ses activités, donc avec une certaine, mettons, bienveillance. Donc je crois qu'il y a les deux à dire. À la fois, il accepte, et il le dit d'ailleurs à un certain nombre de ses amis, ça va me servir de couverture. En même temps, en février-mars 43, il n'a pas totalement rompu toutes les amarres avec Vichy. On passe aux activités de résistance. À partir de quand il commence une activité de résistance? Quel type de résistance? Et une résistance contre qui? Alors, d'abord, la résistance contre l'allemand. Il a toujours été anti-allemand. Hein, s'il a pu être attiré par la Révolution nationale, toujours, bien sûr, anti-allemand. Et alors, il a une sorte, disons, ce qu'on appellerait une sorte de sas pour passer du fait de servir donc l'État vichysois au fait de devenir un résistant à part entière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est bien un vichisto résistant. Ensuite, à partir, disons, de la fin de l'été 43, il est véritablement résistant et va être contraint de devenir clandestin parce que la Gestapo, la milice française, va le chercher. Il a failli être arrêté plusieurs fois et il a fait un certain nombre d'actes de résistance. Il va donc construire un mouvement de résistance, c'est-à-dire donc à des desseins politiques ayant comme visée les prisonniers de guerre, et ce mouvement donc va essayer de faire de la propagande contre bien sûr l'occupant et essayer de préparer le jour J, c'est-à-dire la libération, c'est-à-dire en mettant sur pied aussi des groupes francs, en commençant un certain nombre de sabotages. Il est près de qui? De ce qu'on appelle l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA. Qui sont faits, enfin cet ORA est composé d'officiers, en général d'officiers supérieurs, qui ont été vichistes, qui ont servi l'État français, et puis qui, après novembre 42, après donc l'opération Torche, en Algérie et au Maroc, vont basculer très brutalement ou progressivement et entrer en résistance. Donc ce parcours finalement de Vichy à la résistance est assez commun. Est assez classique, disons, pour un certain nombre de résistants. Je rappelle, parce que les Français veulent l'oublier, qu'il y a finalement 4 familles ou 4 sensibilités résistantes. Il y a la communiste, il y a la gaulienne, 2. Il y a, j'appellerais la sensibilité ni gaulien, ni communiste, par exemple Claude Bourdet, par exemple Freinet, par exemple Raymond et Lucie Aubrac, par exemple Jean-Pierre Lévy, les mouvements de résistance de zone sud. Et puis il y a la 4e qui a été longtemps occultée et que François Mitterrand pendant longtemps lui aussi va occulter. Ce sont ces vichistos résistants qui ont servi l'État français et qui ensuite, sans esprit de retour, si vous voulez, basculent dans la résistance. Évidemment, c'est ce qui est le plus difficile à comprendre aujourd'hui, c'est qu'on puisse être à Vichy et en même temps résistant. L'histoire est extrêmement compliquée, une fois de plus. S'agissant de cette évolution que Azéma raconte parfaitement et pose parfaitement, on peut dire les dates, c'est autour d'avril à peu près, c'est-à-dire qu'il passe avril 43 à peu près. Il y a déjà des rencontres en avril et en mai 43, notamment avril et mai 43, qui sont des rencontres avec les fractions communistes, avec les fractions gaullistes, notamment avec Philippe de Chartres en mai 43 à la gare de Lyon, il est déjà un résistant. Il a déjà une attitude et des risques résistants. Il commence en février. L'ORA l'authentifie comme mouvement de résistance en août, mais il faut bien préciser que ça, c'est à dominante girodiste et que pendant très longtemps, il va résister aux sirènes gaulliennes. Avant d'en finir totalement sur cette période de la guerre, un dernier mot sur René Bousquet, parce que les révélations à la fin de la vie du président Mitterrand sur les relations entre Bousquet et Mitterrand a choqué beaucoup de monde. D'abord, qui était en 3 mots René Bousquet pendant la guerre?
Il est devenu un haut commis de l'État. C'était un monsieur qui fonctionnait vite et bien dans un premier temps. Il est devenu un des plus jeunes préfets de France. Il était dans la Marne. Comme préfet, il a remarquablement défendu les intérêts français dans la Marne occupée. Et puis, il va être appelé par Laval. Il va accepter d'être le secrétaire général à la police. Et alors, de là, il va être pris dans un engrenage épouvantable. Et c'est lui qui est finalement le grand complice, disons, le grand complice à l'intérieur du système de Vichy pour livrer d'abord les Juifs étrangers et ensuite les Juifs français, donc, à l'Allemagne. On regarde quelques images où François Mitterrand s'exprime sur René Bousquet. Quand vous l'avez connu? Je l'ai connu, je n'en sais rien, mais forcément dans les années 50. C'est-à-dire après qu'il était, on va dire, ministre pour simplifier, sous Vichy. Comme tous les ministres de Vichy, il est passé en justice. Il est resté 5 ans en prison. Et pardon, 3 ans entre 45 et 48. Il est revenu là, il a été jugé en 49. 3 ans, je crois que c'était 5 ans. Bon. Un détail pas pour lui, mais c'était 3 ans. Je ne suis pas penché sur... Et 49, il y a eu le procès devant la haute cour. Il est passé en haute cour. Il a été acquitté. Une mascarade, disent les historiens. Non, mais dites ça, cette haute cour de justice, ça a condamné beaucoup de gens. Il se trouve qu'elle l'a acquitté. C'est pas grâce à moi, je ne suis pas intervenu dans ce procès. Et donc il y a assez de gens qui sont intervenus pour dire oui, mais... Et on l'a même relevé de l'indignité nationale. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé absolument avec tous ses droits de citoyen. Et quelques années plus tard, le Conseil d'État lui a rendu sa Légion d'honneur. Et vous, jusqu'en 49, vous ne le connaissiez pas? Mais non, je ne le connaissais pas. À partir de quand vous ne le voyez plus? Je crois que c'était au début de 86. C'est-à-dire quand a commencé à se répandre le bruit, oui, mais le procès de 49 ne possédait pas toutes les informations sur l'affaire du Veldiv. C'est plus grave que ça, son rôle est plus directement engagé. Moi, je ne suis pas juge, je n'ai pas à dire c'est vrai, c'est faux, mais je suis président de la République, 85, 86, et je pense, d'ailleurs lui aussi le pense, puisqu'il ne m'a jamais demandé rendez-vous, nous ne sommes plus vus jusqu'à sa mort. Alors une réaction à cette relation très longue quand même, puisqu'en 1986, entre François Mitterrand et René Bousquet. D'abord, est-ce qu'on peut ajouter, pour qu'il ignorerait, que René Bousquet, comme secrétaire général de la police, est celui qui a ajouté les enfants juifs au train de déportation, ce qui n'était pas la demande allemande. C'est plutôt Laval, quand même. C'est plus Laval que Bousquet, oui. Alors c'est Laval et Bousquet. Laval d'abord, donc Bousquet ensuite l'a fait appliquer, oui. Bousquet comme exécutant. Bon, mais on va pas... Non, mais c'est un point important, parce qu'il faut qu'on sache que l'on parle de quelqu'un qui incarne pour nous la complicité de l'État français avec le pire des crimes contre l'humanité. Dans la déportation des Juifs de France, voilà, tout à fait. Il faut dire cela pour que ce soit... Il faut qu'on le sache. Alors, par rapport... Non, sur ce point, vous n'êtes pas d'accord. Pas de réserve. Bon, alors par rapport à ça, il me semble que nous avons là Nous avons avec Bousquet une tâche indélébile sur Mitterrand. Je pense que l'émission du 12 septembre 1994 est un jour noir de la légende mitterrandienne. Et que ce qui est le plus grave, ce n'est pas l'erreur première, qui est l'erreur du pétinisme, qui est une erreur française et courante. Elle pose problème pour un responsable politique, et ça n'est pas la plus lourde. Ça n'est même pas pour moi l'erreur deuxième, qui consiste à continuer de fréquenter Bousquet. C'est une erreur grave aussi, et que de la part d'un responsable politique. Mais la pire de toutes, c'est lorsqu'on est président de la République et qu'on refuse de reconnaître ses erreurs, qu'on distille un certain nombre de falsifications et qu'on n'assume pas sa responsabilité historique sur des sujets aussi graves. Bref, qu'on veut justifier l'injustifiable. La vraie tâche, elle est là. La deuxième erreur est plus ou moins adéquate, parce que probablement il ne savait pas, comme un certain nombre de Français, que René Bousquet a été donc le secrétaire général de la police responsable de la déportation des Juifs de France. C'est grâce aux travaux, disons, de Klersfeld que l'on a pu, à ce moment-là, voir... En 78, pas en 86. Oui, c'est ça. Oui, 86, non, parce que pendant longtemps, il n'a pas su, comme d'autres personnalités de la 4e et de la 5e République, et pas des moindres, fréquenter René Bousquet tout autant que François Mitterrand. Et des gens qui sont très en vue aujourd'hui. Je veux dire ça, René Bousquet a été un grand personnage de la 4e République. Il n'était pas ministre, mais il était vu par tout le monde, y compris des très hautes personnalités juives de la société française. Alors, bon, les gens auraient dû peut-être s'informer un peu mieux. Il a fallu une interview publiée dans l'Express par Darquier de Pellepoix
pour arracher le masque de Bousquet, mais il avait été jugé par des juges qui, en 1949, ne badinaient pas tellement avec la résistance et la collaboration, n'est-ce pas? Il avait été blanchi, on lui avait même après rendu sa Légion d'honneur. C'est-à-dire qu'il avait, en principe, il avait retrouvé une respectabilité dans la société française. Moi, je l'ai rencontré comme directeur de la Banque de l'Indochine pour une enquête pour Le Monde en 1951 ou 52. Oui, mais c'est à la fin des années 70. C'est à la fin des années 70 que les gens que vous évoquez, quand ils apprennent avec l'interview d'Arquier de Pellepoix et tous les débats autour de cela, on rompt avec Bousquet. Tandis que là, ça va au-delà. Je sais que c'est un sujet extrêmement trouble et douteux, etc., mais on ne va pas passer toute l'émission dessus. Bon, les phrases qu'a dites Olivier Duhamel sur dans la légende de Mitterrand, c'est un moment noir, c'est incontestable. Incontestable. C'est pour moi la chose qui reste quand même indélébile. Oui. On arrête là pour la guerre. Deuxième séquence en images, la 4e République, Mitterrand, l'homme de la 4e. La ville de Limoges, de son côté, est fière de présenter au secrétaire d'État à l'information, M. François Mitterrand, les délicats chefs-d'œuvre qu'elle doit à l'art de ses ouvriers porcelainiers et de ses maîtres verriers. Une double exposition inaugurée par le ministre au musée de l'Évêché rassemble les pièces maîtresses d'une industrie dont le prestige est universel. Cannes a offert aux hôtes mondiaux de son festival 1949. Fernand Gravé et Jeanne Renoir pénètrent dans le nouveau palais du festival, suivi bientôt par M. Mitterrand, ministre de l'Information, et M. Fauré-Cormeret, directeur de la cinématographie française. Après avoir survolé l'archipel des Comores, M. Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, a pris pied sur l'île d'Anjouan, où il a présenté les condoléances du gouvernement à la population éprouvée par le récent cyclone de l'océan Indien. À Tananarive, M. Mitterrand, ministre de la France d'Outre-mer, a présidé une importante prise d'armes, au cours de laquelle il a remis des décorations à divers officiers, à M. Bargue, haut commissaire de France, et à une religieuse qui a consacré à la Grande Île toute une vie de dévouement. Une gigantesque opération qui a duré 5 ans va bouleverser la vie d'Abidjan. Le percement d'un canal à travers la bande de terre qui séparait sa lagune de l'océan ouvre soudain à cette petite ville de la Côte d'Ivoire l'avenir d'un grand port africain. Le président de l'Assemblée de l'Union française et le ministre de la France d'Outre-mer ont officiellement consacré le terme de cette imposante réalisation. Un caractère de fête nationale a été donné à cette inauguration, qui est une date importante pour la Côte d'Ivoire, qui voit s'ouvrir des perspectives considérables, et pour la France, qui donne à l'Afrique noire une nouvelle preuve de son génie créateur. À Paris, M. Mendès France a présenté au président de la République le 20e gouvernement mis sur pied depuis la Libération. Caractéristique, réduction sensible du nombre des portefeuilles et présence d'hommes nouveaux qui fait mentir le classique slogan « On prend les mêmes et on recommence ». Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. Cette force défendra la justice en maintenant l'unité nationale, en protégeant ceux qui travaillent et ceux qui peinent, en rétablissant la paix civique. Appuyée sur la volonté de concorde et de progrès de l'immense majorité du peuple, elle interdira aux agitateurs, le plus souvent recrutés à l'étranger, la poursuite d'une œuvre de destruction. Si les meneurs ont voulu alerter l'opinion internationale, à la veille d'une session des Nations Unies, ils ont eu tort. L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne le voulons pas. Mais nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente, par le moyen des armes, contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense, dans leur vie, dans leurs biens, et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi.
et la loi sera appliquée. Alors Jean Lacouture, on va venir tout de suite à la guerre d'Algérie, mais auparavant, François Mitterrand a été 11 fois ministre de 1947 à 1957. Est-ce que c'est un politicien comme les autres ou est-ce qu'il sort du lot? Est-ce qu'il a une image particulière? Je crois qu'il sort du lot, vraiment. Au moment où le gouvernement de Mendes France est formé en 1954, et avant, on voit là les trois personnages qui dominent la République. C'est Mendes, Mitterrand et Edgar Faure. Il y a trois personnages qui sont évidemment au-dessus de l'eau, ils sont en compétition, ils jouent en première division. Et les autres jouent en seconde ou en troisième division. Donc il est évident qu'il est le personnage extrêmement doué, extrêmement ambitieux, très cynique aussi, mais qui est promis au plus grand avenir. C'est évident qu'il sera, après Mendes et Edgar Faure, il sera l'homme qui vient, n'est-ce pas? Olivier Duhamel, vous êtes constitutionnaliste, donc est-ce qu'il apparaît quelque part dans les textes de François Mitterrand une critique du fonctionnement de la 4e ou est-ce que finalement ça lui convient? Non, François Mitterrand n'est pas en soi au départ un partisan de la 4e République, il ne la vote pas, etc. Mais ce n'est pas son problème principal. Je dirais qu'il est dans un rapport ambivalent avec la 4e République, comme sur beaucoup de choses, parce que d'un côté, comme vient de le dire Jean Lacouture, il est un peu d'exception dans cette période. C'est un esprit libéral, c'est un esprit progressiste, c'est un esprit avancé sur les grandes questions de l'époque, on va y revenir, je pense. Mais d'un autre côté, il est en plein dans le système. Il est en plein dans ce que Vincent Auriol appelait le cloaque, le marais. Il anime un petit parti charnière qui s'appelle l'UDSR, l'Union des démocrates et socialistes de la résistance, qui n'est pas du tout uni, assez peu démocrate parce qu'ultra-parlementariste, pas du tout socialiste et avec un rapport complexe comme on l'a vu avec la résistance. Et ce parti charnière est pour tous les gouvernements, parce que ce parti charnière participe quasiment à tous les gouvernements. Donc c'est vraiment, à cet égard, l'incarnation du système. Alors à la fois un homme meilleur que d'autres, plus lucide que d'autres, plus homme d'État que d'autres, et en même temps un homme qui est intégré dans ce système dont le bilan, et on ne va pas le faire maintenant, mais est contrasté, c'est-à-dire c'est ni l'horreur qu'on décrit, ni une démocratie qui fonctionne bien. Une autre bien. émission sur la 4e République, mais Jean Lacouture, on a vu des images où on voit François Mitterrand en tant que ministre d'Outre-mer visiter l'Afrique. Alors là, il a été plutôt un libéral, plutôt un décolonisateur. Pas plutôt, il a été vraiment un décolonisateur de pointe. C'est-à-dire qu'à partir de 1950, quand il est en gouvernement Pleven, ministre de la France d'Outre-mer, il fait presque une sorte de révolution. Les contacts qu'il prend à cette époque-là avec Houphouët-Boigny, qui deviendra après l'Africain de la République par excellence, mais qui est alors considéré comme un communiste, comme un stalinien. On fera des procès à Mitterrand pour avoir pris contact avec le stalinien Houphouët-Boigny, qui était plutôt un progressiste, en effet, un réformiste assez audacieux, mais quand on demande à Houphouët et le Rassemblement démocratique africain, quand Mitterrand et son directeur de cabinet Nicolai les rencontrent, ils ont des revendications extrêmement banales, c'est-à-dire qui relèvent du suffrage, qui relèvent de la justice élémentaire dans les villages, enfin, et Mitterrand et ses collaborateurs sont stupéfaits d'avoir à soutenir des revendications qui sont celles de l'humanité la plus élémentaire, qui semblent venir notamment, par exemple, du discours de Brazzaville du général de Gaulle. C'est ce que demande Houphouët, c'est l'application, grosso modo, de le droit pour l'homme africain. Même pas encore, à peine les autonomies encore. C'est plutôt l'homme africain. Donc, sur ce plan-là, Mitterrand va prendre la succession accélérée du discours de Brazzaville de Gaulle. Il est son successeur en mettant une accélération assez forte et parfaitement justifiée, étant donné le passage du temps, vers la libération de l'Empire, en tout cas, au moins sur le plan africain. Et il le fera après sur l'Afrique du Nord aussi. Bon, justement, on y vient, puisqu'on a vu sur les images ministre de l'Intérieur quand éclate la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954. Il y a ce célèbre discours qu'on viendrait entendre. L'Algérie, c'est la France. Finalement, c'est une position qui est tout à fait commune et banale à l'époque. Quand Mitterrand arrive ministre de l'Intérieur, chargé des affaires de l'Algérie en 1954, dans le gouvernement Mendes France, il a, si on peut dire du point de vue des colonialistes, un lourd passé. C'est un bradeur. Il s'est déjà prononcé en faveur des indépendances des deux pays, des deux anciens protectorats, et il a démissionné après la déposition du sultan du Maroc. Donc il est très marqué à ce moment-là, d'où, d'une certaine façon, sa raideur,
sur la question algérienne, mais aussi parce qu'il est le ministre de l'Intérieur d'un gouvernement élu par le peuple français qui est à ce moment-là à 90% hostile à une évolution audacieuse en Algérie. C'est évident que quand il dit ça, il a avec lui une large partie de la gauche française, sans parler des milieux conservateurs français. Il ne peut rigoureusement pas dire autre chose. Il pourrait démissionner. En effet, il pourrait, mais à vrai dire, il ne le souhaite pas, ni d'ailleurs Mendes France. Ce sont des hommes qui, en 1954, ont l'impression qu'ils défendent la légalité, qu'ils défendent la nation. La question de la démission possible va se reposer plus tard, parce que François Mitterrand est garde des Sceaux dans le gouvernement Guy Mollet, qui est de janvier 56 à mai 57, et il est garde des Sceaux. Et là, il accepte de déléguer l'exercice de la justice en Algérie aux militaires. C'est le seul point, le seul point sur lequel, au cours de longues conversations, François Mitterrand acceptait à la fin de sa vie de reconnaître qu'il s'était vraiment trompé, qu'on pouvait l'accuser. Là, le fait d'avoir laissé la justice aux mains de la justice militaire en Algérie, ce qui a coûté des vies humaines, il le ressentait comme quelque chose de coupable. Il le ressentait comme quelque chose de coupable. Et personnellement, moi, c'est un des points sur lesquels aussi je n'ai pas envie de me réconcilier tout à fait avec lui sur ce plan-là. Olivier, nous avons une capitulation par diverses formes et du pouvoir politique et d'éléments essentiels d'un État de droit. Et que par rapport à ça, vous avez là, pour le coup, l'opposition Mendes France-Mitterrand, qui n'a pas de sens avant, prend sens ici, je crois. Là, vous avez Mendes qui démissionne et Mitterrand qui couvre, qui accepte. Et donc ça compte sur son rapport avec la gauche ensuite, parce que du coup, on lui reprochera tout cela. D'ailleurs, on va y venir parce qu'on va essayer de voir maintenant en image comment François Mitterrand, homme seul, a conquis la gauche dans les années 60, bien qu'il ait trébuché sur les haies de l'Observatoire au départ. Survient alors l'affaire de l'Observatoire en octobre 59. Le 16 octobre, rentrant chez lui à 1h du matin, Mitterrand se sent suivi par une voiture. Il n'a que le temps d'arrêter la sienne, de sauter la grille du jardin de l'Observatoire et de se réfugier derrière les buissons. Sa 403 Peugeot est mitraillée de 7 balles de 9 mm. Au soir de l'attentat auquel vous avez échappé grâce à votre sang-froid, que pouvez-vous nous dire? Ce que j'ai déjà déclaré à vos collègues de la presse. Je ne dirai rien qui puisse ajouter au désordre des esprits. Mais il est logique de penser que le climat de passion politique créé par des groupements extrémistes explique cette affaire. L'émotion est considérable. La gauche unanime condamne l'attentat. Mitterrand devient le héros du jour. Mais une semaine plus tard, coup de théâtre. Un dénommé Pesquet, ancien député d'extrême droite, déclare à la presse que cet attentat a été monté de toutes pièces avec la complicité de Mitterrand. Pour preuve de ce qu'il avance, Pesquet montre 2 lettres postées avant l'attentat, ouvertes devant l'huissier, qui décrivent par le menu le déroulement futur de l'attentat. Le piège est parfait, Mitterrand a été berné. Convoqué chez le juge, Mitterrand crie à la machination. Il reconnaît que Pesquet l'a bien prévenu de l'imminence d'un attentat. Il a gardé le silence à la demande de Pesquet pour sauvegarder la vie de ce dernier. Les explications de François Mitterrand ne convainquent pas tout le monde. Dès le premier jour, j'ai dit, c'est une machination. Et dans le fond, aujourd'hui où je vous en parle, rien ne trouble, non pas mon indifférence, mais ma sérénité. Et s'il advenait qu'on en reparle, j'en serais heureux. Car je crois qu'il me serait aisé désormais de faire la démonstration qu'on me refuse. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte, à droite. Hier, c'était la République des députés. Aujourd'hui, c'est la République d'un seul homme. Demain, il faut bâtir la République des citoyens. Si donc de Gaulle se présente, je le sais bien, les résultats du 5 décembre deviennent plus difficiles à atteindre pour les candidats qui se présentent contre lui. Vous direz donc mauvaise nouvelle pour vous. Bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Cela prouve que le régime est frappé à mort. Et moi, je peux attendre. J'ai l'impression que si le chef de l'État, malgré les atteintes de l'âge,
veut encore 7 ans de pouvoir. C'est d'abord parce qu'il ne voit autour de lui et parmi ses amis personne qui soit digne d'assumer la fonction. Et c'est bien ce qu'il voulait dire l'autre jour, lorsqu'il proclamait « moi » ou le néant. Pour le second tour des présidentielles, folklore français et pancartes à l'américaine, M. François Mitterrand a jeté toutes ses forces dans la bataille. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'aurez pas à choisir dimanche entre le régime actuel et celui des partis. Le régime actuel, c'est celui d'un homme seul. Et quand viendra pour lui l'heure de partir, il vous livrera au successeur inconnu, que vous désignera un clan, une faction, pire qu'un parti, cet entourage, syndicat anonyme d'intérêts et d'intrigues. Je ne suis pas l'homme d'un parti. Je ne suis pas l'homme d'une coalition de partis. Je suis le candidat de toute la gauche généreuse, de la gauche fraternelle, qui avant moi, qui après moi, a été et sera la valeur permanente de notre peuple. Un peu plus tard, le ministère de l'Intérieur établissait que M. François Mitterrand avait obtenu quelques 10 500 000 voix et le général de Gaulle 12 800 000. Avec une majorité de 55%, le président de la République inaugurera le 8 janvier un nouveau septennat. Violente ou pacifique, la révolution, c'est d'abord une rupture. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Vous ne pensiez sans doute pas négocier toute la nuit. Quelle a été la principale difficulté cette nuit? La principale difficulté est qu'un programme commun de gouvernement touchant exactement à tous les domaines de la vie nationale et internationale, cela mérite bien d'occuper une fois 3 heures et l'autre fois 6 heures. Et que si l'on pouvait régler tous les programmes aussi rapidement, on pourrait estimer que la vie politique n'aurait pas à se plaindre. François Mitterrand a donc donné cet après-midi sa réponse à tous ceux, partis de gauche et organisations syndicales, qui réclamaient sa candidature. Une réponse formulée au cours d'un congrès extraordinaire du Parti socialiste qui l'a investi à l'unanimité avant de l'acclamer à son arrivée quelques instants après. Face à moi-même, dont la volonté est d'être demain, si vous en décidez, porté par vos suffrages, d'être, oui, je le dis hautement, le président de tous, rendez-vous, à bientôt, pour longtemps peut-être. Alors, il n'y a jamais eu de suite judiciaire à l'affaire de l'Observatoire, mais politiquement, tout le monde pensait au début des années 60 que François Mitterrand était définitivement plombé. Mais en 1965, c'est lui qui va être le candidat de la gauche unie. Et finalement, pourquoi lui, Olivier Duhamel, comment il sort du paquet? Parce qu'il a tout compris avant les autres. Le vrai problème, c'est de savoir jusqu'à quel point il est en avance. Il y a une anecdote qui est racontée par François Stas dans La morale de l'histoire, comme quoi à la fin mai 1958, il aurait dit au sous-préfet Pinel, dans la nuit, en s'arrêtant entre Nevers et Paris, « Pinel, je vais voter contre De Gaulle, on en a pour 20 ans, le seul capable de s'opposer à lui, c'est moi, je ferai 3 choses, je ramènerai les communistes à 10%, j'accrocherai une casserole à la droite, et ensuite je gouvernerai au centre. » Bon, là, il n'y a pas encore d'élection directe du président de la République. Il y a déjà chez Mitterrand la perception que c'est une affaire entre De Gaulle et lui. Contre De Gaulle et lui seul, dit-il. Évidemment, avec la modification du mode de scrutin en 62. Alors en 62, là, Mitterrand comprend que l'élection présidentielle va être le levier pour transformer la gauche et le levier pour le porter, lui, au pouvoir. Comme VGE, à droite.
comme Giscard à droite, mais c'était plus facile de comprendre ça à droite qu'à gauche, parce que la droite n'avait pas une culture, vous le savez bien, républicaine, anti-bonapartiste, de résistance à l'élection présidentielle. Alors que pour la gauche, l'élection présidentielle, c'est une mécanique de coup d'État, c'est un instrument de pouvoir personnel. Et toute la gauche a été contre cette réforme du mode de scrutin, au suffrage universel. Le personnage qui faisait éventuellement obstacle au destin national de Mitterrand était Pierre Mendès France, qui était contre l'élection au suffrage universel. Donc, par ce type d'élection, Mitterrand voit s'ouvrir le boulevard devant lui. Et donc, il comprend ça, il comprend qu'avec l'élection présidentielle, c'est comme ça qu'il peut arriver au pouvoir, et ensuite, une extraordinaire opiniâtreté pour parvenir à ses fins. On a vu là quelques dates absolument fondamentales. La date du 9 septembre 1965, le coup de génie de la candidature de 1965. Il faut savoir qu'à l'époque, la classe politique française ne comprend rien à l'élection présidentielle. Que personne ne va être candidat. On va les chercher les uns après les autres. On demande à Pinet qui dit pas question. On demande à Pflumelin qui dit vous plaisantez. On demande à Maurice Faure qui dit quoi. Alors, Daniel Mayer. Ah, Daniel Mayer. Alors qu'après, sans parler de Mendès. Et à Gaston Defferre auparavant. Lui, il s'était demandé tout seul d'ailleurs. Bon, alors qu'ensuite tout le monde va se disputer pour être candidat, les Français voient ça tout le temps. Là, personne ne veut y aller. Alors Mitterrand a un deuxième atout, c'est que comme il passe pour un homme de la 4e, pour un homme manœuvrier et tout, on se dit, à gauche, Guy Mollet et les communistes, Mitterrand est moins gênant que Mendès. À tout prendre, Mitterrand, on le manipulera mieux. Lourde erreur des partis de gauche. Et à partir de là, la deuxième grande date clé, c'est celle du 12 juin 1971, quand il prend la conquête du Parti socialiste, quand il ne veut pas qu'on recommence ce qu'il a subi en mai 68, la mise à l'écart, et qu'il sait qu'il lui faut une machine politique. Et la troisième, le 10 mai 1981. C'est-à-dire que c'est une aventure sur 20 ans pour la conquête du pouvoir. D'ailleurs, il avait dit « Je me sens porteur d'une patience sans limite ». Il dit ça dans les années 58. « Je pourrais attendre, j'ai la détermination et j'ai le temps avec moi et je tiendrai, je le ferai. » Avant de venir à 81, est-ce que le Mitterrand, leader de l'Union de la gauche des années 70, comment on pourrait le situer idéologiquement ou politiquement? Est-ce que c'est une vraie conversion au socialisme? En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est le seul dirigeant politique français qui accepte l'alliance avec les communistes et qui en a fait le fondement de sa stratégie dès l'origine. Ça remonte à très 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 longtemps, mais si anticommuniste qu'il fut, il a considéré qu'aucune accession au pouvoir d'un homme de gauche ou se réclamant de la gauche ne pouvait se faire sans l'alliance avec les communistes. On l'a vu tout à fait clairement, et ça c'est absolument fondamental. Alors, sur le plan de la stratégie, il surclasse tout le monde. C'est vrai que Mendès France, là aussi, a toujours refusé l'alliance avec les communistes et que c'était s'interdire l'accession au pouvoir dans ce type de constitution. Et c'est une double intelligence. Parce que c'est l'intelligence du vecteur de la Ve République et ce qu'on appelle la bipolarisation. C'est-à-dire du fait qu'on ne peut pas faire vivre une troisième force entre la droite et la gauche. Au deuxième tour. Voilà. Et c'est l'intelligence du fait que ça réduira le Parti communiste. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, par exemple, pour les jeunes qui n'ont pas connu cette époque et qui ne seraient pas historiens, il faut comprendre qu'à l'époque, le parti fort, c'est le Parti communiste. Et la composante faible, c'est la gauche non communiste. 25 et 20%. Et donc, il faut un culot inouï pour penser qu'on va reconstituer une gauche non communiste et qu'on va réduire le Parti communiste. Alors cette stratégie est payante puisqu'elle mène au 10 mai 81 l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Messieurs les présidents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferments de notre peuple, qui, 2 siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès, autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société. C'est dans leur nom d'abord que je parle, fidèle à l'enseignement de Jaurès, alors que 3e étape d'un long cheminement, après le Front populaire et la Libération, la majorité politique des Français
démocratiquement exprimé, vient de s'identifier à sa majorité sociale. La démocratie assurée, l'alternance à jouer et ce que l'on jugeait impossible s'est réalisé dans le calme, appuyé sur un grand mouvement populaire issu des profondeurs de notre peuple. La République a retrouvé son authenticité et la mutation engagée a permis d'écarter bien des périls qui s'annonçaient. Alors on vient de l'entendre à l'instant, dès sa première conférence de presse en septembre 81, François Mitterrand, président de la République, dit « l'alternance est jouée ». Alors Olivier Duhamel, c'est ça qui va rester dans l'histoire, le fait que finalement il a réconcilié la gauche et le pouvoir, et dans la durée? Je dirais il a réconcilié la gauche et le pouvoir, et il a réconcilié la République avec l'alternance. Nous n'avions pas en France de pratique de l'alternance au pouvoir. Nous ne l'avions pas sous la 3e et la 4e République, parce que la République parlementariste ne s'y prêtait pas, parce qu'elle était comme à l'italienne jusqu'à peu. Et nous ne l'avions pas sous la 5e République, qui avait été gouvernée depuis 1958 par la droite. Voilà, 23 ans. Et De Gaulle a récusé l'alternance. Tout à fait. Comme Pompidou. Tout à fait. Il faut attendre Valéry Giscard d'Estaing. Qui dit lui-même, d'ailleurs, je partirai, si la gauche gagne aux législatives, j'irai à Rambouillet. Et il y avait une vision catastrophiste de l'alternance dans notre pays. Il y avait fondamentalement, chez beaucoup de gens à droite, la conviction que c'était illégitime, voire chez certains que les chars soviétiques seraient à Paris. Et il y avait en face, chez beaucoup à gauche, l'idée qu'on allait leur faire un coup d'État à la chilienne. On ne peut pas imaginer comme était la France il y a encore 17 ans. On ne peut pas imaginer à quel point nous n'étions pas dans une civilisation démocratique de ce point de vue. Et à cet égard, l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, le fait que la gauche soit restée au pouvoir, le fait qu'ensuite, sous François Mitterrand, la droite ait pu gouverner, puis la gauche revenir, c'est cela l'alternance. Ce n'est pas un seul coup, c'est la durée, puis les autres, puis l'on revient. Et là, c'est une transformation. Justement, la cohabitation, c'était un bon test aussi du fonctionnement des institutions. On regarde quelques images. Et ce que dit François Mitterrand de la cohabitation. Toujours les doubles questions, vous voulez porter des nuances. Mais bien entendu, il y en a. Sans quoi la question ne se poserait pas. Mais on ne vous les dira pas. mais nous sommes à La Haye et il y a la France. La cohabitation, c'est le fait que deux majorités populaires se sont successivement exprimées de façon différente. L'une pour le président de la République que je suis, l'autre pour la majorité parlementaire dont le gouvernement est l'expression. Voilà la réalité. Elle est donc forcément comme une sorte de dialectique permanente. Elle n'est pas facile à vivre. Olivier Duhamel, est-ce que François Mitterrand se contente de faire fonctionner les institutions ou est-ce qu'il tente de les moderniser? Est-ce qu'il les fait bouger un peu? Non, ça dépend ce qu'on appelle institution. Ça dépend si on parle au sens du système constitutionnel ou au sens plus large. Si on parle au sens plus large, il y a des changements institutionnel très important. Bien sûr. Il y a la décentralisation, qui est quand même une réforme d'une très grande ampleur et qui est très surprenant qu'on n'ait pas faite avant et qui, quels que soient ses travers et ses défauts, était absolument indispensable. La réforme démocratique. Voilà, et où la France reste d'ailleurs à certains égards très en retard par rapport à des démocraties. Il y a toutes les réformes du système judiciaire, l'abolition de la peine de mort, l'abolition des juridictions d'exception. Il y a les évolutions sur l'audiovisuel, qui fait que nous cessons d'être une république semi-soviétique à cet égard-là. Une liberté de ton retrouvée. Bon. Donc il y a des vraies réformes. Mais sur la Constitution et sur les institutions, alors là au sens étroit, sur notre système politique,
François Mitterrand ne cherche pas, finalement, à ajuster, à transformer la Ve République, parce qu'il est assez sceptique sur les questions constitutionnelles, et puis parce que ça ne lui est pas utile pour son pouvoir. Il faut quand même comprendre la motivation première de cet homme dans ce qu'il a de plus admirable, comme dit là, dans ce qu'il a de plus irritant, et cette passion pour le pouvoir. Et là, comme la Ve République le sert, il n'y touche pas. Une anecdote sur ce point, sur ce goût du pouvoir de François Mitterrand. J'ai le souvenir d'un déjeuner avec lui, c'était en juillet 1994 sur les bords de la Loire. Et quand on lui posait la question, on était quoi, 2-3 comme ça à déjeuner avec lui, en lui disant « Mais pourquoi se représenter en 88 ? Est-ce que c'était utile ? Est-ce qu'il y avait des réformes à faire ? On voit bien que c'est une sorte d'immobilisme, ça n'avance plus. » Ils avaient répondu en utilisant cette métaphore assez extraordinaire, en disant effectivement, c'est le goût du pouvoir. Nous sommes, nous, à ce niveau-là de l'État, comme les gens qui ont le goût du jeu. Ils ne jouent plus pour gagner de l'argent, c'est simplement le plaisir de jouer, le bonheur d'être là autour de la table de jeu. Le pouvoir, c'est un petit peu cette drogue. On est là, on a le goût du pouvoir, et quand on l'a, on ne peut plus s'en passer. On va le voir, ce que vous venez de dire en image, parce que on voit qu'il est assez bien, il enfile les habits du monarque républicain. Pierre Favy, on vient de voir des images de 1989, les fameuses cérémonies du bicentenaire. On a l'impression quand même que François Mitterrand, ce rituel, ces faces, ces pompes, la République, il aimait bien, non? Oui, il était très attaché à tout ça. Dans son esprit, il en parlait souvent, il se voyait comme inscrit dans la lignée des rois de France. Il suffisait de passer quelques moments avec lui régulièrement. Les rois de France. Et il ne s'empêchait pas de vous énumérer la liste et la lignée de tous les rois de France qu'il connaissait par cœur. Il s'inscrivait tout à fait dans cette lignée. Et il y avait une deuxième raison, je crois, ce comportement, ce goût pour le protocole et pour le rituel de la République. Il pensait que c'était une façon encore de légitimer la gauche au pouvoir. La gauche avait été à l'écart du pouvoir pendant 23 ans, effectivement. Il pensait que s'inscrire et revenir au modèle du général de Gaulle, c'était une façon de donner les droits à la gauche de gouverner. Elle avait la légitimité. Et je me souviens qu'au début de 81, quand il arrive pour s'installer à l'Élysée, la question se pose de savoir dans quel bureau il va s'installer. Est-ce qu'il va s'installer dans le bureau de son prédécesseur, Giscard d'Estaing, qui n'était pas dans le bureau du général de Gaulle, mais dans le bureau du directeur de cabinet de Gaulle? Est-ce qu'il allait retrouver, François Mitterrand, le bureau de Gaulle, ou est-ce qu'il allait changer tout à fait de niveau, même aller au rez-de-chaussée plutôt qu'au premier étage? Et là, la seule réponse qu'il donne à tous ses collaborateurs, où était installé le général de Gaulle? Et on lui dit, le général de Gaulle était là, donc mettez-moi dans la pièce du général de Gaulle. Et plusieurs fois, lorsque les gens du protocole l'interrogent au cours de ces 2 septennats, comment faut-il faire? Est-ce qu'on doit pratiquer comme ceci ou comme cela? À chaque fois, il disait, ne regardez pas ce que faisait Giscard ou ce que faisait Pompidou, que faisait le général de Gaulle, et faisons de la même façon. Et à chaque fois, c'était la référence, en tout cas, pour donner la dignité à la fonction et à la République. Jean Lacouture, on a vu des images là, des grands travaux. Laisser sa marque dans la pierre, c'est une manière de laisser sa marque dans l'histoire?
Oui, bien entendu. Oui, c'est la pierre, c'est quand même ce qui tient le plus longtemps, pour autant qu'on sache, n'est-ce pas? Ah oui. Non, je crois qu'il a attaché une importance capitale aux constructions, soit qu'elles soient, à mon avis, parfaitement réussies comme le Grand Louvre, soit qu'elles le soient moins comme la Grande Bibliothèque ou l'Opéra Bastille. Mais enfin, c'est vrai que pour lui, c'est fondamental, et c'est là où on trouve la tradition monarchique qui est tout à fait fondamentale. Et là, d'ailleurs, moi, je m'étonne beaucoup, ayant travaillé pas mal sur le général de Gaulle, que le général de Gaulle, en ce domaine, n'ait eu le souci que de conserver et pas d'ajouter au patrimoine national, grand comme peut-être considérait que lui-même était un monument d'une dimension telle qu'il n'avait pas besoin d'en ajouter d'autres. Pour François Mitterrand, un chef de l'État devait être un bâtisseur, c'était ça. Louis XIV avait laissé Versailles, il voulait laisser sa trace, la pierre, le verre, etc. Et donc pour lui, c'était effectivement très, très important. Et les arbres. Alors François Mitterrand arrive en 1981 avec le slogan « Changer la vie ». Il va être le président de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités et contre le chômage. On regarde en images. En quelques semaines, beaucoup a été fait. Faut-il rappeler la majoration du SMIC, l'augmentation du minimum vieillesse, des allocations familiales et de l'allocation logement, le vote d'une loi d'amnistie large et généreuse, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, l'abrogation de la peine de mort, la loi de décentralisation, le rétablissement des libertés universitaires, le prix du livre, les nationalisations adoptées hier pour doter notre pays d'un système de crédit apte à encourager l'initiative et d'un appareil industriel capable d'entraîner l'ensemble des entreprises dans la révolution technologique de la fin de ce siècle, un plan pour l'emploi et le franc défendu, j'en passe. Certes, beaucoup reste à faire. J'en ai le moyen. Le temps ni la volonté ne me manqueront pour la mise en œuvre de mes engagements. Le chômage et l'inflation touchent durement beaucoup des nôtres, et c'est contre le chômage, l'inflation, que le gouvernement a engagé l'essentiel de son action. Pour gagner la bataille de l'emploi, j'attends de tous les Français qu'ils mobilisent leurs facultés d'énergie, d'initiative et d'entreprise, et j'attends du gouvernement qu'il leur en donne les moyens. En tout cas, la reprise est là. C'est la première réponse à nos efforts communs. Il y a chez nous beaucoup plus d'exclus et de laissés pour compte qu'on ne le croit généralement. Que ce soit pour cause de chômage, de maladie, d'ignorance, de pauvreté, que sais-je. Mes chers compatriotes, 1993 s'en va. Elle aura été l'année noire du chômage qui ronge nos sociétés occidentales depuis bientôt 20 ans, qui frappe chez nous plus de 3 millions de familles, qui interdit à la jeunesse d'espérer, qui pose aux responsables du pays à tous les niveaux et dans tous les secteurs la plus grave question de cette fin de siècle. Alors il y a eu les réformes du début du premier septennat qui ont été mises en œuvre par Pierre Mauroy, mais quand même la question se pose, où est passée l'ambition sociale? La société française est plus inégalitaire en 1995 qu'en 1981. Oui, il reste l'échec premier de la gauche, qui n'est pas que l'échec de François Mitterrand, qui est l'échec de toute la gauche et qui est l'échec social. Bon. Alors qu'elle avait le temps de gouverner pour une fois. Auparavant, elle l'a eu peu, mais cette fois, par les actions de la Ve République, elle avait le temps devant elle. Non, la question qui se pose, c'est que la France n'est pas seule dans cet environnement économique mondial et qui doit prendre en compte, ils s'en rendent compte peut-être un petit peu trop tard, dans les années 82-83, au moment de ce retournement, mais ils prennent en compte l'environnement économique européen et mondial, et le choix là se pose de façon décisive en 83, de choisir ou l'Europe, ou au contraire une France qui s'isole et qui ferme ses frontières. Mais il reste une part de responsabilité pour des politiques et pour des politiques de gauche. Une double part de responsabilité. D'une part parce que le chômage chez nous est pire que dans la plupart des autres pays développés comparables. Donc il y a au moins cette part de pire-là, cette incapacité à faire aussi bien ou mieux que les autres, ou à faire moins pire que ce que l'on fait. Et puis la deuxième, c'est de
faire croire qu'on va faire reculer le chômage. Et ça, c'est une erreur qui n'est pas propre qu'à la gauche, mais qui va peser lourd dans la déconvenue et dans le désenchantement. Oui, d'accord, et de ne pas dire surtout qu'on avait changé de politique à partir de 83. On continue à dire, ça n'est qu'une parenthèse, on continue la même politique et on ne veut surtout pas assumer le changement de cap politique. Jean Lacouture. Il faut quand même une comparaison historique indispensable avec le Front populaire. Le Front populaire, la partie de gauche du Front populaire a duré 7 mois. Au bout de 7 mois, c'est la pause. Là, elle a duré le double à peu près. Pendant à peu près 14 mois, le gouvernement de gauche fait une politique de gauche, politique de réforme en profondeur. Donc en 30 ans, on passe de 7 mois à 14. Que le peuple français soit le plus conservateur du monde ou pas, en tout cas, pendant 14 mois, la gauche tient ses promesses. Elle tient ses promesses. Elle fait une politique active. Pendant 14 mois, alors que Blum, dont le caractère de gauche ne peut pas être mis en question et qui était soutenu pour l'essentiel par le Parti communiste, sans participation, mais avec soutien, ça a tenu 7 mois, à une époque où la France était une grande puissance, où elle dépendait beaucoup moins des autres. C'est-à-dire qu'en 82-83, se fait le choix, en effet, entre le socialisme ou l'Europe. Continuer sur la voie socialiste et enfermer la France dans sa voie originale socialiste, l'exception française, ou bien participer à l'affaire européen. Mitterrand est évidemment plus européen que socialiste, c'est bien clair, et il fait pencher la balance du côté de l'Europe contre le socialisme. Un dernier aspect, si on veut faire un bilan, c'est ce qu'on a appelé les affaires. Est-ce qu'il y a eu un déficit moral au cours de ce double septennat? On regarde en images une affaire, l'affaire Péchinet, et ce que François Mitterrand dit à son propos. Roger Patrice Pelat, l'un des tout premiers noms côté français à avoir été cité dans l'affaire Péchinet. Mi-décembre, le journal L'Express révèle que Patrice Pelat a acheté 10 000 actions de la société Triangle, un achat exécuté à Paris en son propre nom. Mais voilà, dans une période critique, quelques jours avant la transaction officielle entre Péchinet et les Américains. Un sacré coup financier, mais hier, nouvelle révélation du journal Le Monde, Patrice Pelat aurait en fait acheté non pas 10 000, mais 50 000 actions, après un deuxième achat beaucoup plus discret en Suisse. Patrice Pelat se retrouve donc ce soir sous les projecteurs, car également très proche du président de la République. Je considère que l'argent gagné trop facilement est toujours suspect, et qu'en effet, il est fait pour corrompre. Et je préfère, puisque l'argent, il en faut. C'est un moyen d'échange nécessaire dans une société moderne. Je dis qu'il faut absolument que cet argent soit orienté vers les investissements qui servent notre pays, parce qu'ils servent notre économie, et qu'il faut prendre tous les moyens qui conviendront pour éviter l'argent spéculatif. Si on vous a critiqué dans cette affaire, s'il y avait matière à vous critiquer, si les journalistes vous ont critiqué d'avoir un ami qui est compromis dans cette affaire. Si on vous a critiqué aussi, c'est d'avoir dit souvent, de rappeler souvent le rôle moral de la gauche. Et on vous dit aujourd'hui, vous ne pouvez plus parce qu'il y a un certain affairisme rose, parce qu'il y a Un affairisme rose quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne serez pas embarrassé non plus de rappeler le rôle moral de la gauche, et notamment, vous venez de le faire, dans les affaires d'argent. Aucunement, car je compte bien que la sévérité devra se montrer à chaque occasion. Et vous pouvez compter sur moi pour cela. J'estime que rien ne doit intervenir qui empêche l'action de la justice pour qu'on en finisse avec ces mœurs. Olivier Duhamel ou Jean Lacouture, ou les deux, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité morale de François Mitterrand dans ces affaires? Oui, bien sûr. Comment dire non? Il est le patron, il a assez voulu le pouvoir, le plus de pouvoir possible, dans les limites de la Constitution. Oui, bien entendu, ce qui sort de Visqueux et les Sani qui sortent du pouvoir, il en est naturellement, trouve une part de responsabilité, c'est évident. Oui, sa responsabilité aura été surtout d'avoir laissé faire, de dire la droite a toujours fait pire, et de laisser faire, et de vouloir ignorer en fait ce qui se passait dans ce domaine-là. Les images parlent d'elles-mêmes, tout le monde. Le commentaire est-il même nécessaire ici? Rien à ajouter. Cela dit, rien n'a changé sous le soleil. On a l'impression qu'aujourd'hui, on en retombe dans les mêmes... Bon, on fera une autre émission sur la suite, etc. Bon, pour l'instant, on reste à François Mitterrand. À tous les quatre, puisqu'on arrive au terme de cette émission, on a vu beaucoup d'extraits, d'épisodes de la vie de François Mitterrand. Je voudrais lui demander, pour vous, quelle est la cohérence dans cette démarche, les lignes de force dans cette vie, quelles sont les valeurs qui la fondent, enfin, où est-ce qu'on peut tracer une ligne de continuité? Je crois qu'il a poursuivi, enfin, on peut lui donner au moins 3 points sur lesquels il a rarement varié. Le premier point, je crois qu'il est un marxiste
et il le demeurait de bout en bout. Le second point, c'est qu'il a toujours été ou anti-gaullien. Et le troisième point, c'est qu'il a toujours été pratiquement pro-européen. On dit qu'il a souvent varié, qu'il était une sorte de Machiavel, qu'il était... que c'était un Florentin de la vie politique, mais au moins, ces trois points-là me semblent avoir été trois colonnes vertébrales de son... Enfin, trois colonnes vertébrales, trois piliers au moins de sa trajectoire. Oui, je crois qu'effectivement, c'est le bilan, l'homme de l'Europe, Mitterrand l'Européen qui restera. S'il a eu un engagement, c'est bien celui-là, depuis les lendemains de la guerre, même si au début de son premier septennat en 81, l'engagement européen n'était pas la priorité, puisque l'Europe incarnée pour tous les gens de gauche, le PS et les communistes, c'était l'Europe libérale, l'Europe du capital, du marché, et il ne se convertit réellement à l'Europe qu'à partir du tournant de 83. Mais effectivement, ce qui restera, c'est Mitterrand l'Européen, et je crois aussi un homme des libertés, celui qui a libéré les ondes et qui était profondément pour les libertés, qui a supprimé les tribunaux d'exception, autant de choses qui étaient importantes et qu'il fallait faire. Olivier Duhamel, bilan d'une vie. Il veut l'Europe, il a raison, il aime le pouvoir, trop, et il est ambivalent. Et regardez comme aujourd'hui, il y a très peu de gens qui l'aiment 100%, et il y a très peu de gens qui le détestent 100%. Beaucoup moins qu'autrefois. Jacques Chirac lui rend hommage, Lionel Jospin le critique. Finalement, François Mitterrand nous oblige à la nuance, et en ce sens, il nous civilise. Jean Lacouture. Oui, c'est le démocrate absolu parce qu'il nous aura représenté de la façon la plus minutieuse et la plus multiple. Sur ce visage, il y a vraiment 50 ans d'histoire de France, où nous aurons tous un petit morceau de la peau de Mitterrand, c'est un petit morceau de nous-mêmes. Alors, il y a évidemment beaucoup de livres sur François Mitterrand. Je vais citer ceux qui ont servi pour préparer cette émission, pour que les téléspectateurs puissent poursuivre un peu cette discussion. Évidemment, François Mitterrand, Mémoires interrompues, publié chez Odile Jacob. Le livre de Pierre Péan, Une jeunesse française sur Fayard, absolument indispensable, oui, excellent livre. C'est bien, Jean-Pierre Azéma dit, c'est très bon. Donc paru chez Fayard, pour tout connaître de Mitterrand 34-47. Pierre Favier avec Michel Martin-Roland, La décennie Mitterrand, c'est le tome 3, paru au Seuil. Olivier Duhamel, c'est pas directement Mitterrand, mais enfin c'est le fonctionnement de la Ve République, le pouvoir politique en France, paru aux essais. Jean-Pierre Azéma, je signale, parce que vous êtes là, que vous avez préfacé les archives de guerre, qui sont tout un recueil, l'index plutôt annuaire de toutes les archives filmées qui existent à l'INA. Pour ceux qui ont envie de faire des films, c'est assez passionnant. Je signale le livre de Alain Duhamel, Portrait d'un artiste, excellent livre, qui paraît ces jours-ci chez Flammarion. À tout seigneur, tout honneur, François Mitterrand, ma part de vérité, oui, c'est le premier essai d'autobiographie qu'il fait au début des années 70, sur la politique étrangère de François Mitterrand, Hubert Védrine, Les mondes de François Mitterrand, à l'Élysée 81-95, défense et illustration de la politique extérieure de François Mitterrand. Excellent livre. Paru chez Fayard. Il y en a encore. Catherine Ney, c'est ancien, mais c'est toujours utile. Noir et le rouge, l'histoire de l'ambition, paru chez Grasset. C'est le premier livre un peu... À décaper, cherche à décaper, oui. Voilà, décapant, qui est paru chez François Mitterrand et qui a écorné un peu la statue. Et enfin, France-Olivier Gisbert, François Mitterrand, une vie, paru au Seuil. Voilà, merci à tous les quatre. La prochaine émission des Brûlures de l'Histoire, dans à peu près un mois, sera consacrée à la bataille d'Alger. Merci, bonsoir.